Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 55e webinaire organisé par le réseau Rappel, qui est aujourd'hui consacré à la précarité énergétique d'été. Donc aujourd'hui, le phénomène de précarité énergétique est surtout associé à la période hivernale, mais la question de la précarité énergétique estivale suscite de plus en plus d'attention dans la mesure où de nombreux logements ne sont pas adaptés aux vagues de chaleur qu'on connaît actuellement et deviennent invivables l'été pour leurs occupants. C'est un phénomène qui touche notamment de nombreux ménages vulnérables qui vivent le plus souvent dans les logements les moins adaptés. Et c'est aussi un phénomène qui devrait augmenter à l'avenir dans la mesure où ces vagues de chaleur vont devenir plus fréquentes et plus intenses du fait du dérèglement climatique. Alors pour évoquer ce sujet, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois intervenantes. Maïder Olivier, qui est chargée de plaidoyer précarité énergétique à la Fondation Abbé Pierre, qui nous présentera les enseignements de la récente étude de la Fondation Abbé Pierre intitulée La précarité énergétique d'été, une nouvelle forme de mal logement. Donc Maïder reviendra sur les indicateurs liés au phénomène qui sont disponibles aujourd'hui, les freins et les leviers d'action qui existent en matière de prise en compte du confort d'été, notamment dans la rénovation de logements existants. Et elle nous présentera également les recommandations émises par la Fondation Abbé Pierre pour lutter contre ce phénomène. Donc son intervention sera suivie d'une session de questions-réponses d'une vingtaine de minutes avec les participants. Et on aura dans un deuxième temps Gabrielle Rénal, qui est gérante et directrice des études de la SCOP Domaine, et Marie-Maud Gérard, qui est responsable Bonjour. programme énergie, bâtiment et solidarité au GRS. Bonjour. Donc c'est une présentation qui se fera à deux voix, parce qu'elles viendront illustrer les solutions au travers d'un retour d'expérience d'une rénovation énergétique qui a été réalisée par un bailleur social à Aix-en-Provence, pardon, et qui a fait l'objet d'une évaluation et d'un suivi du confort d'été. Donc présentation à deux voix dans la mesure où le domaine a accompagné la rénovation en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, et le GRS avait pour rôle la mobilisation et le suivi de 54 ménages, ainsi que la sensibilisation des habitants. Donc on aura un deuxième temps de questions-réponses à l'issue de cette présentation. Merci beaucoup toutes les trois d'être avec nous aujourd'hui. Je souhaite aux spectateurs donc un bon webinaire. On se retrouve dans 20 minutes pour le premier temps de questions-réponses. Et donc je vais laisser la parole à Maïder pour le premier temps de présentation sur l'étude de la Fondation Abbé Pierre. Et je vais partager mon écran pour la présentation. Maïder, c'est à toi. Ok, super, j'attendais que ça s'affiche. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être si nombreux et nombreux en ce milieu d'été pour parler d'un sujet on ne peut plus d'actualité, qui est ce qu'on décide de présenter comme une forme de précarité énergétique d'été. Donc la Fondation Abbé Pierre, on a publié une étude en début d'été là, qui se penche pour la première fois sur ce phénomène. Donc pour me présenter rapidement, Aurélien l'a fait. Je travaille à la Fondation Abbé Pierre sur les questions environnementales liées au mal logement, donc les questions de précarité énergétique notamment. Et donc je vais vous présenter brièvement cette étude. Évidemment, les questions sont les bienvenues et l'étude est disponible entièrement sur notre site internet. Pour commencer par vous donner un peu le contexte de cette étude, donc qui est dans la prochaine slide. L'intention première de cette étude pour la Fondation Abbé Pierre, c'était d'élargir la définition de la précarité énergétique à la question de la chaleur et de sortir de la seule prise en compte, on parle souvent de confort d'été, et notre intention avec cette étude, c'était de montrer que c'est pas une question de confort. Les enjeux sont d'ailleurs assez similaires à la précarité énergétique en hiver. C'est une question de santé publique qui mérite toute notre attention. On voulait aussi le fait que la Fondation Abbé Pierre soit assez identifiée sur la question de la précarité énergétique, notamment à travers la co-organisation de la Journée nationale contre la précarité énergétique, utiliser un peu cette porte d'entrée qu'on a pour donner plus de visibilité à cette question qu'on pense est d'actualité aujourd'hui, mais le sera encore plus dans les prochaines années. Donc, trois éléments de contexte. On souhaite que la lutte contre la précarité énergétique se fasse autant l'été que l'hiver, parce que on se rend compte avec les retours de terrain qu'on a et nos partenaires que ce qu'on appelle les passoires thermiques en été se transforment parfois en bouilloire thermique, où on atteint des températures, on a des témoignages dans l'étude de
personnes chez qui il faisait 46 degrés pendant les vagues de chaleur. Donc voilà, c'est pour un peu poser le contexte. On n'est pas sur une question de confort quand il fait 46 degrés chez soi, ça pose des vrais problèmes de santé publique dont il faut donner des moyens à la hauteur de l'urgence. Actuellement, la définition de la précarité énergétique ne prend pas en compte le ressenti de la chaleur et on a assez peu de moyens pour s'en protéger. En tout cas, dans l'étude, on précise des moyens efficaces de lutte contre la précarité énergétique en été, mais ce qu'on souligne aussi, c'est qu'ils ont jusqu'alors été l'objet d'assez peu d'aides et ils sont assez peu soutenus par les pouvoirs publics. Donc c'est aussi l'intention de cette étude, c'est de montrer qu'il y a des solutions efficaces qui existent et qui nécessitent des moyens pour être massifiées plus largement. Évidemment, la question de la précarité énergétique d'été, elle est très liée, intrinsèquement liée au changement climatique et aux vagues de chaleur qu'on vit actuellement et qui vont s'intensifier dans les prochaines années. Quelques données relayées, là vous avez un graphique de Météo France sur la régularité et l'ampleur des vagues de chaleur dans les dernières décennies. Donc on voit que les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. D'ici la fin du siècle, il y aurait une multiplication par 5 des vagues de chaleur. Et si on prend une ville comme Paris, on compte notamment, on attend d'ici 2080 une multiplication par 7 des nuits tropicales. Et c'est pas anodin puisque c'est notamment la nuit, lorsqu'il est impossible de refroidir le logement pendant la nuit, que les vrais problèmes se posent parce que le corps a du mal à récupérer, il y a une fatigue qui se crée et tous les problèmes de santé qui vont avec. Donc voilà, c'est un phénomène qui, on le sait, va s'aggraver, mais face auquel on peut s'adapter dès aujourd'hui. Enfin, troisième point, on a on pose une intention très claire dans l'étude qui est de proposer des alternatives aux climatiseurs, qui sont, c'est vrai, des solutions très facilement déployables, rapides, parfois assez peu chères à l'achat, mais qui sont vraiment des solutions contre-productives face au phénomène, puisqu'elles sont, j'y reviens plus tard, mais les climatiseurs sont pour appuyé par les données, c'est une injustice à la fois sociale et écologique, puisque les climatiseurs aggravent le phénomène de précarité énergétique d'été, le ressenti de la chaleur en ville, mais aussi, tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour s'équiper d'un climatiseur performant, et donc on se retrouve aussi avec des difficultés économiques liées à la prolifération des climatiseurs qu'on observe aujourd'hui. Donc, pour vous lister un petit peu les données qu'on a utilisées pour évaluer le phénomène de précarité énergétique d'été. Donc, ce qu'on dit clairement dans l'étude, c'est c'est difficile aujourd'hui d'estimer très clairement le nombre de personnes concernées par le phénomène. Donc, on a rassemblé les indicateurs qu'on a. Après, on sait que dans les prochains mois, on pourra compter sur nos partenaires pour solidifier ces données. Et c'est aussi un appel qu'on a en fait d'avoir des données plus solides, comme on peut les avoir pour la précarité énergétique en hiver. Donc on a quelques données générales qu'on a utilisées dans l'étude, notamment cette question qui a été posée par le médiateur de l'énergie en 2020 et en 2022 aux Françaises et aux Français, qui est le fait d'avoir souffert de la chaleur dans son logement pendant au moins 24 heures. Et donc c'était 59% des Françaises et des Français qui l'ont déclaré en 2022. Donc déjà, c'est assez massif en soi, mais ce qui est intéressant, c'est l'évolution depuis 2020, puisque c'est déjà 8 points de pourcentage en plus par rapport à 2020. Donc on est face à un phénomène qui concerne énormément de monde, mais qui aussi tend à s'amplifier. Donc évidemment, beaucoup de personnes imputent le fait de souffrir de la chaleur à la canicule, mais il y a aussi un certain nombre de personnes qui mentionnent la mauvaise isolation de leur logement et le manque de ventilation, donc ce qui montre que aussi, les personnes ont aussi conscience que c'est lié à leur habitat et que c'est pas une fatalité. On a aussi eu un sondage de l'IFOP qui a été fait et également un sondage de OpinionWay qui montre l'évolution, le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui disent
souffrir de plus en plus régulièrement de la chaleur dans leur logement. Donc ça, c'est pour les données générales. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est que évidemment, quand on parle de précarité énergétique, on parle d'inégalité sociale et du fait que tous les publics ne sont pas concernés de la même manière. Et donc, on a certains indicateurs qui nous permettent d'identifier quelles sont les populations les plus vulnérables. On retrouve évidemment les personnes les plus pauvres. Pour ça, on a des données de Eurostat qui sont un peu datées, puisque c'était un indicateur qui avait été étudié en 2012. Donc ce serait intéressant, c'est aussi une demande qu'on a au niveau européen de reposer cette question, de la réétudier. Donc les personnes les plus pauvres, qui sont aussi celles et ceux qui habitent le plus dans les passoires thermiques et donc qui sont plus susceptibles d'être des bouilloires thermiques en été. Les personnes âgées, donc pour ça, c'est toutes les données qu'on a sur la surmortalité pendant les vagues de chaleur. En fait, les personnes âgées meurent de manière exacerbée dans leur logement pendant l'été. Les locataires sont plus touchés que les propriétaires, donc ça, c'est dans les données du médiateur de l'énergie. Et le sondage OpinionWay nous montre que ceux qui habitent en appartement par rapport à ceux qui habitent en maison et les jeunes par rapport à la moyenne nationale sont plus concernés. Donc ça, c'est sûrement parce que les jeunes habitent souvent dans des logements sous les toits, notamment en ville, et dans des logements plus petits, donc ils souffrent plus de la chaleur. Et on a eu une enquête de Harris Interactive, les Français dans leur quartier, qui montre que les quartiers populaires sont davantage touchés par le phénomène, lié au fait que ce sont des quartiers qui sont plus bétonnés, il y a un phénomène de surpopulation dans ces logements et assez peu d'espace vert. Donc en fait, les personnes se retrouvent coincées dans des bouilloires thermiques et ont assez peu de moyens pour se rafraîchir. Donc voilà, on y revient après, mais la précarité énergétique d'été, c'est aussi un enjeu surtout de justice sociale. Pour vous présenter quelques principaux enseignements de l'étude. Donc tout d'abord, on peut passer à la slide suivante. La précarité énergétique d'été, c'est un phénomène qui est très lié à la façon dont nos villes sont conçues, et donc notamment à travers le phénomène d'îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire le fait qu'on observe un écart de température assez élevé entre le centre-ville et des zones plus rurales, mais parfois à quelques kilomètres. Et donc c'est un rappel, quand on mesure la précarité énergétique en été, c'est un rappel de l'urgence d'adapter nos villes au réchauffement climatique et aux chaleurs extrêmes. Pour ça, on a le rapport de l'INSERM sur la canicule de 2003 qui montre les écarts de surmortalité. Donc, quand on avait une surmortalité de 40% dans les petites et moyennes villes, ça a atteint 141% à Paris. Je vous invite aussi à regarder cette étude Paris 50 degrés qui est sortie il y a quelques mois. Dans lequel il relate qu'en 2022, il y avait un écart de température de l'ordre de 10 degrés entre le centre-ville et les alentours de Paris, dans des zones d'Île-de-France. Donc voilà, ça montre qu'il y a aussi un enjeu évidemment de végétalisation, de béton, de trafic routier qu'il faut traiter. Donc c'est un enjeu de logement, mais c'est aussi un enjeu urbain. Voilà, ça, je l'ai dit un peu plus haut, mais que les victimes de la précarité énergétique en hiver souffrent aussi l'été, et que voilà, on a énormément de personnes qui sont concernées. Si on reprend les chiffres cités plus haut, de l'ordre de parfois 40, 50, 60%, mais on n'en souffre pas tous de la même manière et on n'a pas tous et toutes les mêmes moyens de s'y adapter. Les personnes les plus vulnérables sont les plus concernées par le phénomène. Pour vous donner quelques chiffres qui sont assez édifiants, pendant la canicule de 2003, le fait d'habiter dans un quartier où il y a un phénomène d'îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire une chaleur exacerbée par rapport à des zones moins bétonnées, ça multipliait le risque de décès par 2, et le fait de dormir dans une chambre sous les toits, ça multiplie le risque de décès par 4. Donc voilà, encore une donnée qui nous permet de rappeler l'enjeu de santé publique que ça représente. Et voilà, je vous renvoie aussi à cette étude Les Français dans leur quartier qui détaille un peu la façon dont le phénomène est vécu dans les quartiers populaires. Et voilà, je l'ai mentionné plusieurs fois, la raison pour laquelle la précarité énergétique d'été, c'est un enjeu de santé publique, c'est parce que, peut-être que c'est peut-être connu ici, mais quand les températures sont élevées, le corps dépense énormément d'énergie à se refroidir, notamment la nuit, et c'est super important que le corps puisse réguler
récupérer de l'énergie et pour se refroidir. Et quand on habite en ville ou dans des logements trop chauds et que la température dépasse 25-26 degrés pendant la nuit, voilà, ça crée un épuisement, dégradation du sommeil, des déshydratation, aggravation de certaines pathologies. Et en 2022, il y a un récent rapport de Santé publique France qui a quantifié le nombre de décès qui sont attribuables aux canicules, et c'était 7000 décès en 2022, donc c'est très conséquent. Quelques autres enseignements de l'étude, on le disait, les climatiseurs, avec leur prolifération, en fait, la précarité énergétique d'été devient aussi un enjeu économique, et aussi les enjeux écologiques liés à la précarité énergétique en été sont aggravés par cette prolifération de climatiseurs. Pourquoi on parle de prolifération? Parce que voilà, en 2016, il y avait 14% des Français qui étaient équipés de climatiseurs et en 2020, c'était déjà 25%. On attend des données plus récentes, mais et ça, c'est au niveau français, mais au niveau mondial, voilà, il y a les projections qui sont faites pour 2050, c'est un triplement du nombre de climatiseurs à l'échelle mondiale. Donc voilà, on pense que c'est pour ça qu'on publie cette étude à ce moment-là, avant l'été. On pense que dès 2024, il y a voilà, la nécessité de pousser, de donner les moyens pour des mesures sobres, parce que une fois que les Français se sont équipés de climatiseurs, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière en proposant des solutions alternatives. Et en fait, on comprend que les personnes s'équipent de climatiseurs quand ils ont assez peu de moyens autres pour se protéger de la chaleur. Mais voilà, être équipé d'un climatiseur, je le disais, c'est assez inégal. Enfin, c'est un phénomène qui est marqué socialement. On a davantage de propriétaires qui sont équipés que de locataires. Et on a des modèles qui sont pas, voilà, qui n'ont pas la même performance. Notamment, un climatiseur peu performant se retrouve 30 fois plus cher à l'utilisation qu'un ventilateur. Donc c'est parfois voilà, une solution dont on s'équipe en urgence, mais qui se révèle très cher à l'utilisation et qui vient augmenter les factures énergétiques pendant l'été. Voilà. Et quand on sait déjà que ces personnes dépensent une grande part de leur budget dans l'énergie pendant l'hiver, on ne peut pas se satisfaire de cette solution. Donc ça, c'est au niveau économique et social. Et au niveau écologique, les climatiseurs, c'est pas anecdotique puisque c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment. Mais au-delà du CO2, donc les fluides frigorigènes qui permettent de refroidir l'air ont des gaz à effet de serre qui sont de l'ordre de 1300, 3260 fois plus élevés, enfin plus polluants que le CO2. Donc voilà, il y a aussi un enjeu écologique lié à l'utilisation des climatiseurs, à laquelle on pousse de trouver des alternatives. Enfin, dernier enseignement de l'étude qui anime un peu, qu'on a essayé d'infuser tout au long de l'étude, c'est qu'il y a un cadre réglementaire et législatif qui est insuffisant sur la question de la précarité énergétique d'été. Depuis le nouveau DPE, il y a possibilité d'avoir le confort d'été qui est indiqué, mais seulement à titre indicatif, c'est-à-dire que ça ne donne aucun droit aux locataires de demander, d'exiger des travaux aux propriétaires. Et voilà, les locataires sont peu protégés, alors que, vous le savez sûrement, il y a une température minimum qui doit être assurée par un propriétaire lorsqu'il loue un logement. C'est pas le cas pour la chaleur. Donc on a aussi récolté des témoignages dans l'étude d'une personne locataire à Montpellier qui raconte qu'il faisait 35 degrés la nuit dans son logement, et qui sont obligés, c'est des étudiants qui sont obligés de se réfugier en allant dormir chez des amis pendant l'été. Donc voilà, assez peu de moyens de se protéger au niveau légal et assez peu d'accompagnement pour les travaux, même pour les propriétaires, puisque les aides, les travaux qui permettent de lutter contre la précarité énergétique d'été ne sont pas éligibles pour l'instant aux aides MaPrimeRénov'. Donc j'y viendrai après, mais c'est une de nos demandes de la Fondation Abbé Pierre pour lutter contre le phénomène. On peut passer à la dernière slide, qui sont les demandes de la Fondation Abbé Pierre. Donc à côté, je vous ai mis un visuel sur lequel on a communiqué pendant la publication de l'étude. C'est les différents dispositifs qui permettent de lutter contre la précarité énergétique d'été, donc des solutions sobres. Donc il y a
je l'ai mentionné, les protections solaires qui permettent de baisser la température de l'ordre 2 à 5 degrés dans le logement, les ventilateurs qui, s'ils sont bien utilisés et assez performants, peuvent être aussi très efficaces et beaucoup moins énergivores que des climatiseurs. On en a pas mal parlé ces dernières semaines, les peintures blanches, les revêtements clairs, voilà, le fait de repeindre les toits en blanc et les logements, ça permet de faire baisser la température, pareil, de l'ordre de 6-7 degrés pendant les canicules. Il y a certains décrets qui sont passés qui permettent de faciliter cette mesure pour les bâtiments tertiaires, mais c'est pas encore le cas pour le résidentiel. Et enfin, le fait de végétaliser. On a plusieurs données qu'on mentionne dans l'étude, je vous laisserai regarder plus en détail, mais par exemple, en ville, entre une zone 100% arborée et une zone 100% urbanisée, on a une différence de température de l'ordre de 10 degrés. Donc ça donne un peu voilà, le potentiel un peu maximum qu'on pourrait atteindre, mais en alternative, le fait de végétaliser les toitures, d'avoir des espaces végétalisés aux abords des logements, ça pourrait permettre de gagner quelques degrés qui ne sont pas anodins, parce que voilà, ils permettent de réduire la consommation d'énergie, mais aussi de parfois sauver des vies. Donc, j'en viens aux demandes de la Fondation Abbé Pierre. On a un certain nombre de solutions qu'on détaille dans l'étude, mais nos 3 principales demandes, c'est qu'il y ait une installation systématique de protection solaire dans les logements, c'est-à-dire que voilà, dans les constructions anciennes et dans le neuf, que ce soit quelque chose qui soit obligatoire et systématique, et les revêtements clairs dans la mesure du possible. Donc, c'est un peu plus compliqué à déployer, mais ça pourrait être bien plus présent que ça ne l'est aujourd'hui. On demande à ce que ces travaux, notamment l'installation de protection solaire, donc volets, brise-soleil, soient éligibles aux aides MaPrimeRénov' de l'ANA. Voilà, pour qu'il y ait des aides financières et que les propriétaires soient incités à en installer. Et voilà, lancer un grand plan de végétalisation à l'échelle des villes et des logements. On se base pour un peu budgéter ça sur une étude de Carbone 4 notamment qui a mesuré les efforts financiers annuels nécessaires pour végétaliser de manière significative la France d'ici 2050. Donc ça, c'est nos 3 demandes phares et un peu en toile de fond, on a cette idée qu'il faut qu'on réfléchisse avec les acteurs concernés à faire évoluer les règlements actuels, puisqu'on a certains règlements d'urbanisme, des règlements de copropriété et les architectes et bâtiments de France qui parfois bloquent des opérations de rénovation performante qui incluent l'installation de volets ou même juste l'installation de volets, de protection solaire, le fait de repeindre les toits en blanc pour des raisons architecturales. Et on pense que voilà, c'est pas justifié dans tous les cas, puisqu'on ne peut pas se satisfaire que des personnes meurent de chaud chez elles sous prétexte qu'il y a un bâtiment historique à côté de chez elles ou de chez eux. Donc voilà, on appelle vraiment à réfléchir à réformer ces règlements. Et là, notre demande phare, c'est d'ici le projet de loi finance pour 2024 qui sera discuté à la rentrée, d'avoir une enveloppe au sein de l'ANA qui soit dédiée à ces travaux pour un peu donner en tout cas un signal que l'État se penche sur cette question et compte donner plus de moyens dans les prochaines années. Voilà, pour aussi montrer aux personnes que c'est un sujet qui est pris en compte et qu'ils ne sont pas laissés livrer à eux-mêmes avec des solutions d'urgence qui se révèlent peu efficaces et dangereuses. Voilà, c'est fini pour moi. Je vous remercie pour votre écoute et j'attends vos questions. Merci Maider pour cette présentation. Alors, il y a 2 questions pour le moment. Donc 2 questions de Gwenda Levnou, donc qui remercie la Fondation Abbé Pierre pour cette étude et qui nous dit que si l'idée est de se passer de climatiseur, ce qui est une très bonne chose, pourquoi parler de précarité énergétique et non pas de précarité thermique, dans la mesure où le problème ne vient pas d'un déficit d'accès à l'énergie. Enfin, voilà, il questionne, je pense, un peu la terminologie de précarité énergétique d'été. Alors, la raison pour laquelle on parlait de précarité énergétique, c'est parce qu'on voulait poser de précarité énergétique d'été, c'était pour souligner le fait qu'il y a des dépenses d'énergie actuellement liées à l'utilisation de climatiseurs. Et donc, c'est pas juste une question, voilà, il y a des personnes qui peut-être parviennent à maintenir une température
confortables dans leur logement, mais au détriment de leur budget. Donc actuellement, c'est une question de précarité énergétique. Peut-être que voilà, si on arrive à développer d'autres solutions et qu'on arrive à se passer de climatiseurs, ce sera moins une question de budget, mais en tout cas actuellement, c'est aussi une question économique pour les ménages. Merci. Je Et prends la deuxième... question Pardon. Comment? Vas-y, je t'en prie. Non, non, parce que je voyais la question de Isolde de Valère dans le chat, mais vas-y, je te laisse. Bah, pour finir là, sur la question de Gwendal, est-ce que vous avez des retours des pouvoirs publics sur les potentielles aides via l'ANA? Les aides à l'installation de protection solaire, en tout cas d'équipements plus dédiés Mm. à l'été. Bah, pour l'instant, l'espoir qu'on a, c'est que l'idée, la possibilité, c'est que ces travaux de lutte contre la précarité énergétique d'été soient intégrés dans les rénovations performantes. Mais par contre, pour l'instant, c'est pas vraiment envisagé dans les gestes de rénovation. Donc, même si voilà, la Fondation Abbé Pierre et un certain nombre d'acteurs de lutte contre la précarité énergétique et pour la rénovation, on pousse pour des rénovations globales. Il y a quand même ce sujet, et ça fait un lien avec ce que Isolde disait dans le chat. Il y a des rénovations globales qui ont été faites, mais qui n'ont pas pris en compte la question de la précarité énergétique d'été. Je pense que les prochaines interlocutrices en parleront, mais peut-être qu'il y a la nécessité pour certains logements qui sont pas forcément des passoires thermiques, d'avoir la possibilité de faire des gestes de rénovation ciblés sur l'été. Donc voilà, évidemment, il ne faut pas que ça laisse qu'on réouvre la porte pour des rénovations par geste, mais en tout cas, peut-être que ça, pour certains cas, en tout cas, nous, les témoignages qu'on a dans l'étude, c'est des personnes dont le logement est classé E, donc pas des passoires thermiques actuellement, et pourtant elles ont des températures qui atteignent 46-35 degrés la nuit. Donc c'est vrai qu'il faut que, voilà, pour l'instant, c'est plutôt envisagé dans le cadre de rénovation globale et moins pour des gestes. Donc c'est quelque chose qu'on veut discuter. Mais en tout cas, l'étude a eu pas mal de succès et d'écho au sein des institutions. Donc on a bon espoir que ce soit une question dont ils et elles vont se saisir dans les prochains mois. En tout cas, voilà, faut qu'on soit un certain nombre à pousser là-dessus. Et Isolde, pour te répondre, peut-être que les prochaines intervenantes y reviendront, mais c'est un retour qu'on a eu sur le fait que des rénovations globales qui sont faites sans prendre en compte le confort d'été, notamment en termes de matériaux qui sont utilisés, bah, parfois ça exacerbe la chaleur, le ressenti de la chaleur pendant l'été, et donc voilà, ça appuie aussi une autre demande de prendre en compte cette question, la précarité énergétique, pas seulement l'hiver, mais aussi l'été. Merci. Et peut-être pour préciser, vous le dites bien dans l'étude concernant l'intégration de ces équipements dans les aides MaPrimeRénov', c'est qu'en Outre-mer, c'est déjà le cas. Ces équipements sont déjà pris en compte, donc ça veut dire que le dispositif financier est déjà caréné, quoi. Enfin, il y a déjà des caractéristiques, j'imagine, minimales, en tout cas des types d'équipements éligibles, qu'on serait juste dans on serait dans comment dire, une reproduction de ce qui se fait déjà outre-mer. On a une question dans l'onglet discussion. Est-ce que la question du confort d'été pourrait être considérée dans les diagnostics socio-techniques qui sont réalisés dans le cadre du programme SLIM pour faire remonter des situations chiffrées? Je ne sais pas, Maïdor, si tu peux répondre à la question. Il faudrait poser Au clair, quelque chose, plutôt, voilà, ouais. au clair qui coordonne le programme, mais ça peut être une idée aussi pour consolider aussi les indicateurs, en tout cas l'observation du phénomène, tout en sachant là-dessus également que l'Observatoire national de la précarité énergétique va aussi se pencher sur le sujet à la rentrée pour interroger justement la terminologie et l'opportunité de mener des travaux sur ce sujet-là. Il y a une question sur une réaction sur voilà, on parle des ménages qui disposent d'un toit, mais que sait-on des gens à la rue, alors qui est une catégorie spécifique au regard de ce qu'on appelle la précarité énergétique, mais qui sont vraiment en précarité, notamment au regard de la santé. Est-ce que là-dessus, l'étude, peut-être à la fin, je crois, la dernière page de l'étude, il me semble, évoque ce sujet-là, je crois, Maïda. Oui, on a dédié un encadré à la fin sur voilà, qui s'intitule Sans logement, la chaleur est encore plus dure à supporter. Il y a plein
de questions qui se posent pour les personnes sans abri, notamment parce que quand on regarde les chiffres de mortalité dans la rue, alors que pour la population générale, la mortalité est plus faible pendant l'été que pendant l'hiver. C'est pas du tout une baisse qu'on observe pour les personnes à la rue. Donc voilà, ça s'explique par la chaleur, aussi la baisse des réseaux de solidarité pendant l'été. Voilà, il y a moins de maraudes et voilà, toute la question des équipements publics qui sont pas accueillants pour les personnes sans abri, un problème d'accès à l'eau, à des points de rafraîchissement, donc toutes les revendications qu'on a à l'échelle des villes, voilà, d'avoir plus d'espaces verts, des points d'eau, c'est à condition aussi qu'ils soient accessibles pour ces personnes. Quand on parle des climatiseurs et de l'injustice qu'ils représentent, c'est aussi ça, c'est que l'air chaud rejeté dans la rue, bah, en fait, c'est les personnes qui dorment dans la rue, qui vivent, qui en souffrent. Donc c'est aussi une injustice dans ce sens-là. Voilà, il y a aussi voilà, tous ces arrêtés mendicité qui sont pris pendant l'été parce que les personnes sans abri qui restent près des fontaines posent problème aux touristes. Voilà, donc là, nous, la Fondation Abbé Pierre, on a fait des recours régulièrement contre ces arrêtés. En tout cas, on y dédie une partie à la fin de l'étude avec certaines demandes, le fait d'ouvrir plus de places d'hébergement pendant l'été, et aussi voilà, de sortir de cette idée que les personnes sans abri souffrent l'hiver. En fait, elles souffrent toute l'année, donc il n'y a aucune raison de baisser la vigilance pendant l'été. Merci. Alors, on n'a pas d'autres questions. Peut-être que ça viendra après. Ce que je vous propose, alors déjà, je vais peut-être partager je vais peut-être partager le lien vers l'étude de la Fondation Abbé Pierre pour les personnes qui souhaiteraient la consulter. Euh, et donc, vous le verrez aussi hein, dans la publication pour les personnes qui iront la voir. Il y a également des capsules avec des exemples qui illustrent justement ce que vient de nous présenter Maider, autant sur les conséquences des bouilleurs énergétiques que les freins ou les solutions qui existent pour lutter contre le phénomène. Euh, et donc, l'illustration, c'est ce qu'on propose pour une deuxième intervention. On va donner la parole à Gabriel Reynal et Marie-Maud Gérard pour nous partager leur retour d'expérience d'une rénovation énergétique d'une résidence HLM dans les Bouches-du-Rhône, qui incluait la question du confort d'été et la sensibilisation et l'accompagnement des habitants sur le sujet. Donc, Gabriel, Marie-Maud, c'est à vous. Et bonjour, je vais le partager. Vous me dites si vous voyez bien l'écran. Oui, pas en plein écran. Ouais, c'est parfait. Je me présente rapidement. Donc, Gabriel Reynal, hein, du bureau d'études Domaine, qui est une coopérative bureau d'études spécialisée dans la maîtrise de l'énergie, créée en 2004, et qui fait de la maîtrise d'œuvre et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les questions de qualité environnementale, avec un gros volet confort d'été, puisqu'on simule des climats chauds depuis nos premières études, c'était en 2007-2008, sur des opérations de construction neuve ou de rénovation. Sur l'opération du JAS qu'on va vous présenter là, on avait une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à laquelle on avait associé aussi le CPIE, anciennement Écopole Énergie, donc avec un volet socio-énergétique pour drafter un programme d'ensemble de rénovation énergétique avec une dimension d'amélioration et d'optimisation bioclimatique du bâtiment, intégrer la question du confort d'été et faire un programme d'accompagnement et de sensibilisation à laquelle un groupement a répondu en conception-réalisation qui regroupait Bouygues Bâtiment Sud-Est, Baldassari Cibourg Architecte, TPFI Ingénierie et le GRS que Marie-Maude représente, et qui avait une mission tout au long de l'opération, y compris en chantier et en phase de suivi d'exploitation pendant une période de 2 années. Cette opération, elle a été lancée, initiée en 2012, sur des questions qui étaient strictement de rénovation énergétique, c'est-à-dire à l'époque, on demandait d'atteindre uniquement l'étiquette C, sur un patrimoine de 733 logements à Aix-en-Provence. Donc, le bailleur, c'est Famille France, c'est le bailleur d'habitat privé du groupe Habitat en région, qui se compose de bâtiments R+3, R+3, R+6, et qui présentait un état de dégradation modéré quand même malgré tout, pas mal d'espaces extérieurs avec une logique au départ de résidentialisation et de fermeture un peu sur soi,
C'était des logiques, des années 2000, 2010 et puis on a un peu transcendé un peu ce programme avec un gros diagnostic, qui a été mené, bioclimatique où les questions de confort d'été, confort visuel, vue dégagée, espace traversant, lecture, des expositions, des orientations des bâtiments, vis-à-vis des tiers, des vues, l'intimité, la protection acoustique, enfin de manière, très générique, tout un tas de sujets qui pouvaient impacter, l'habitabilité et les conforts de vie, des habitants. Et puis donc, de transcender aussi le programme sur les questions énergétiques en visant donc un niveau BBC avec un engagement de performance énergétique sur des consommations mesurées et non pas sur des consommations théoriques, qui a fait l'objet d'un suivi d'un périmètre de 50 logements, qui a été suivi avant, pendant et après travaux. Qui était la cible donc du travail du GRS notamment. Et puis une démarche associée de qualification de la performance qui s'appelle BDM, un label qui est un système participatif de garantie bâtiment durable méditerranéen au niveau argent et qui intégrait cette dimension du confort d'été, avec une logique un peu pilote d'analyse et de non-dégradation de ce confort. Si je vais trop vite, vous me faites grand signe avec vos bras parce qu'en fait, je ne vois pas les commentaires. Ça a l'air d'aller. Ok. Donc, un petit état des lieux du patrimoine avant. Donc, on est quand même sur Aix-en-Provence avec un petit périmètre légèrement arboré, mais assez dégradé. Et vous voyez le bâtiment, le patrimoine tel qu'il était, donc des couleurs plutôt rose à marron, très très dur en pied d'immeuble, beaucoup de voitures jusqu'au pied des façades. Des volets persiennés pliables. Enfin non persiennés, ce qu'on appelle les persiennes, ne sont pas des persiennes, c'est juste des volets PVC repliables. Et puis des petites loggias que les gens avaient quand même déjà pas mal investi avec leur propre stratégie de protection solaire et de végétalisation, qui ont été repérées et identifiées. Le programme donc a donné lieu à un projet paysager d'ensemble sur la totalité du périmètre, des jardins partagés, l'amélioration de la gestion du pluvial également sur le site. Une résidentialisation ouverte, donc il n'y avait pas de stratégie de fermeture du quartier, de clôture. Le quartier est resté traversant et ouvert au public avec des mailles piétons arborées. Et puis la mise à distance de la voiture au pied de tous les immeubles. Donc tous les immeubles ont été traités pour mettre en recul et végétaliser les pieds de façade, créer des vergers. Après en stratégie, thermique, c'est assez simple, mais on va dire qu'il y avait de l'ITE généralisé sur toutes les façades avec un traitement beaucoup plus clair des façades, l'isolation en sous-phase EVS, la surisolation des toitures. On a conservé un échappe-aux-tuiles qui font quand même effet de surtoiture aussi, qui est intéressant pour les logements du dernier étage, pour des questions de confort d'été. La sécurisation des rez-de-chaussée, il y avait des questions d'intrusion. Des créations différenciées selon les étages et les orientations de brise-soleil qui étaient fixes ou coulissants, la généralisation de volets de projection à l'italienne qui étaient en aluminium, donc plus résistants que les volets PVC. Par rapport à la question de Mistral, la fermeture des joues des balcons. Les balcons étaient ouverts légèrement sur les côtés, donc il fallait les fermer soit au Mistral pour améliorer le confort d'hiver, soit réduire la covisibilité, améliorer l'intimité des logements. Le remplacement évidemment des chaudières, ce sont des stratégies assez conventionnelles. L'amélioration du confort électrique des logements, le remplacement des portes palières pour des questions de sécurité, mais aussi d'isolation thermique et acoustique vis-à-vis des parties communes. Et puis ce gros programme de sensibilisation d'accompagnement des habitants. Quelques images du projet après travaux. Donc vous voyez les stratégies sur les loggias. Soit un rez-de-chaussée, vous voyez un habitant avec ses 4 volets, enfin ces 4 claustras coulissantes qui se referment et qui sont sécurisées, donc qui permettent de gérer l'anti-intrusion à rez-de-chaussée. Au dernier étage, sur toiture, vous aviez 2, comme il y avait un petit enjeu de confort, vous l'avez dit, sous les toits, c'est plus compliqué. Donc le bailleur a payé un équipement supplémentaire pour améliorer la protection de cette loggia. Et sur les étages courants qui étaient un peu améliorés et dont certains locataires voulaient s'équiper aussi de Storban, un seul volet claustra coulissant qui permettait aussi de maintenir un Storban partiel sur un côté. Et puis la généralisation donc des volets à projection que vous voyez en image qui sont très très bien utilisés.
le verrez dans l'étude, et la végétalisation. Donc ça, c'est post-livraison. Les arbres ont quand même poussé depuis. Et vous voyez la mise en recul de la voiture à plus de 5 mètres des façades, la végétalisation du pied de la façade, plantation d'arbres et des revêtements clairs, évidemment, en pied d'immeuble. Ça a donné donc un suivi donc, sur 50 logements, plus une dizaine de logements qu'on a suivis à côté en dehors du périmètre pour vérifier que le programme qui était mené et qui était ciblé sur les 50 logements était bien, on va dire, poreux et elle avait bien atteint les autres locataires qui n'étaient pas dans le panel, avec un suivi très, très précis et très au cas par cas. Donc, sur ce volume-là, vous aviez un nombre de logements assez critique. Donc, on a regardé les stratégies. Les logements, ce qu'il en ressort, c'est que les logements au rez-de-chaussée sont bien plus confortables. Les logements au dernier étage le sont le moins. Donc, c'est les rouges, bleus et verts que vous voyez. Et les étages intermédiaires, ça oscille. Et ça, vous allez voir un peu dans le détail pour des questions aussi d'usage et de mode d'habiter. Donc là, ce sont des suivis d'heures de température de l'air. Attention, quand on fait des modélisations thermodynamiques, on sort des heures de température opérative, qui sont un croisement de données entre température de l'air et rayonnement des parois. Là, ça n'est qu'une mesure de la température de l'air dans le logement. Donc, c'est une donnée qui est quand même pas tout à fait juste du confort tel qu'il est modélisé ou stratégiquement indiqué quand on fait de la conception en ingénierie. Le retour des locataires sur l'enquête socio-énergétique qui avait été réalisée à l'été 2019. Alors oui, juste en précision, l'été 2019, c'est une année avec un épisode caniculaire qui a démarré dès le mois de juin. Donc vous vous souvenez peut-être tous, fin juin, 28, 29, 30 juin, où en tout cas dans le sud de la France, on est monté à 44-45 degrés de température extérieure. Donc ce sont des épisodes un peu critiques, et puis il a fait assez chaud relativement tout l'été. Donc c'est quand même un été, on va dire, assez représentatif des étés à venir, et pas des étés passés. Donc sur le retour des locataires, globalement, le confort était quand même malgré tout dans cet été-là plutôt bien ressenti puisqu'on a une majorité de réponses favorables. Et vous voyez que selon l'orientation du séjour, vous aviez quand même des stratégies qui nécessiteraient d'être un peu plus approfondies à l'est et au sud. Et sur les derniers étages, plus d'inconfort au dernier niveau qu'à rez-de-chaussée et dans les premiers niveaux. Toujours lié à ces questions de surexposition solaire à montée en température, l'effet de convection thermique dans les bâtiments où il fait plus chaud dans les derniers niveaux qu'aux premiers étages, et combiné aussi avec une surexposition solaire, puisqu'à rez-de-chaussée, on a ces éléments de protection complémentaires végétales, sauf que nos arbres n'atteignent pas les R+4, R+5 et R+6, bien évidemment. On a regardé en détail dans ces logements ce qui se passait en termes d'usage de la ventilation nocturne. Parce que malgré des nuits, donc vous avez la température extérieure qui est représentée en marron sur la courbe. Là, on n'a pas pris le cas le plus défavorable, c'est au mois d'août, pour donner quand même une représentation un peu juste aussi et plus régulière que les épisodes très critiques des canicules. Mais sur un été, on va dire, un peu chaud, une journée un peu chaude, où on monte à 36 en journée, on descend à 25-26 la nuit. Donc, ça reste chaud la nuit, mais c'est quand même pas non plus intolérable, on va dire. Vous avez un gain de 2,5 degrés entre la journée et la nuit en moyenne dans les logements. Donc, l'effet de ventilation nocturne est bien vérifié et bien démontré. Et il peut être plus conséquent dès l'instant où la température, évidemment, descend en dessous de 24-25 degrés, où là, les gains vont au-delà de 4 degrés. Et le confort redescend, à la température intérieure du logement, redescend très facilement en dessous de 30, voire même en dessous de 27 degrés. Sur ces usages des menuiseries, la grande majorité ouvre la nuit. Donc, les gens, c'est de l'habitat très social. Les gens avaient déjà l'habitude, avant, dans l'étude qui avait été menée, avaient déjà une bonne gestion
de leur confort d'été avant la réhabilitation. Et ils ont conservé ces bonnes habitudes après, on va dire, après la réhabilitation. Rares sont ceux qui ouvrent en continu la journée et rares sont ceux qui ouvrent ponctuellement la journée aussi. C'est-à-dire qu'ils savent que quand il fait très chaud la journée, ils se protègent majoritairement et n'ouvrent que quand la température extérieure redescend et est plus confortable. Les écarts d'usage et de mode d'habiter vont concerner plutôt le type d'occupation des logements. On avait des logements soit très densément occupés, ça a été dit tout à l'heure par Maëlène, sur des périodes en continu en journée, où vous allez avoir des gens qui vont être là globalement toute la journée. Donc ça peut être des personnes âgées, ça peut être des personnes dites au foyer, des personnes sans emploi. Il y a vraiment une différence entre les actifs et enfin, des actifs, ceux qui sont amenés à quitter leur logement en journée. Et puis les logements plus densément occupés, donc familles nombreuses, tout comme les personnes qui vont être seules dans leur logement, mais qui vont l'occuper en continu la journée. Et l'usage aussi très marqué de la cuisine et des apports internes. Il y a un vrai enjeu sur ces questions-là, de la cuisson et des appareils de cuisson qui génèrent beaucoup d'apports internes en journée. Donc, vous avez le cas ici sur 2 types de profils de logements très différents. Le logement en bleu qui présente de fortes augmentations de température sur la matinée. Donc c'est une non-utilisation de la protection solaire, c'est-à-dire des gens qui veulent avoir de la lumière, peut-être avoir beaucoup d'air qui rentre, donc de ne pas avoir l'air qui est stoppé par une protection solaire extérieure qui rentre dans le logement et qui utilisent très fortement leur cuisine avec des équipements de cuisson à fort dégagement de chaleur. Et puis, une stabilité, on va dire, dans la journée, mais du coup, le logement est monté à 30 degrés. Et en fin de journée, quand même, un pic qui est réaugmentation, réutilisation des équipements de cuisson, puis ça redescend avec l'ouverture en continu toute la nuit. Le logement, la courbe en rouge, là, on sent que c'est un logement qui peut occuper, voire même inoccupé la journée. Le logement, donc les ouvertures ne sont pas utilisées la journée, puis sont réutilisées en fin de journée. La variation de température est beaucoup moins marquée, est assez faible et reste globalement en dessous de 28 degrés, alors que l'autre logement qui a été plus densément occupé et densément utilisé en journée est monté jusqu'à 30,5. Donc entre 2 usages, vous avez 3 degrés d'écart à midi et à 21h, c'est-à-dire aux heures où les logements sont heureux les plus occupés. Sur les protections solaires, donc il y avait une diversité d'offres qui a été menée dans ces logements, donc des volets à projection, des brise-soleil qui étaient mobiles sur les loggias, et puis des volets sur les portes-fenêtres aussi, qui étaient repliables. Donc sur la mobilité des brise-soleil, vous le voyez, aucun locataire ne les utilise, c'est-à-dire que ce brise-soleil mobile devient un équipement permanent posé à l'endroit le plus judicieux. Là, vous le voyez sur la photo, c'est-à-dire qu'il met à l'abri le coin d'occupation, d'utilisation, où on s'installe confortablement. En brise-vue, souvent comblé, c'est-à-dire que les parties ajourées sont opacifiées par un voile, un store rapporté en complément. Et puis, des stratégies, on va dire, plus ponctuelles qui vont être le parasol, le Storban quand on en a, les moyens, en complément sur l'autre partie qui n'est pas protégée. Mais personne n'utilise le caractère mobile, et ne suit la course du soleil. Donc ça, c'était quand même un enseignement puisque c'est un équipement qui coûte relativement cher et que finalement, un brise-soleil bien positionné, donc à travailler avec le locataire, peut-être à fixer à l'usage, peut-être en plusieurs temps dans la conception, mais pas forcément équipé d'un rail avec un équipement coulissant qui a un coût et qui n'est
quasiment pas utilisés. Les volets à projection, eux, sont très, très largement utilisés, y compris même un peu trop en hiver, puisque comme ils gèrent aussi un peu d'intimité, ils restaient même utilisés en mode projection en hiver, donc ils se privent un peu des apports solaires, parce que ça permet d'avoir de la lumière naturelle tout en n'ayant pas de co-visibilité sur les extérieurs. Et puis les volets des portes-fenêtres, constamment utilisés à bon escient, c'est-à-dire dès qu'on a besoin de se protéger. Donc ça, c'était l'usage antérieur, avant qu'il y ait des protections complémentaires, qui a été maintenu et conservé à l'usage par les locataires. Cette projection-là, à des fins de travail sur la façon dont nous, on analyse, il était question de dépasser la question du confort d'été tel qu'on l'analyse en nombre d'heures, de dépassement, etc. Nous, on a voulu la caractériser dans notre analyse selon un outil pour pouvoir identifier d'autres données combinées que sont la vitesse d'air et l'hygrométrie, puisque vous avez température, enfin, il y a confort d'ambiance et température. Et dans ces questions-là de confort et de vagues de chaleur, il y a la question de la nuit, des nuits tropicales en effet, mais de l'hygrométrie aussi ambiante qui vient être une donnée complémentaire qui peut aggraver ou faciliter la situation selon que l'hygrométrie est élevée ou non. Et l'absence d'air, c'est-à-dire quand il n'y a pas de vent la nuit, c'est les fameuses nuits tropicales, c'est de l'air humide et chaud, mais pas forcément très chaud, mais juste chaud et humide et pas d'air. C'est ça qui va faire de la complexité dans le confort, et quand ça se reproduit à l'intérieur du logement, c'est là que les stratégies vont être complexes. Donc on est allé regarder ces données-là croisées d'hygrométrie, c'est ce que vous avez sur donc l'humidité absolue que vous avez sur le côté du diagramme, les données de température que vous avez en bas du diagramme, et puis vous avez des courbes un peu tordues là en bleu qui donnent ces valeurs d'hygrométrie relativement à des valeurs de vitesse d'air, et ça vous donne des zones de confort. Alors ça va du vert vers le rouge, mais en fait globalement c'est vert, mais on ne peut pas dire que dans la zone en rouge on soit très confortable. On est dans du confort acceptable, bon c'est pas du très très confortable non plus, il faut pas rêver, hein. Mais on a reproduit donc tous ces petits points, ce sont toutes les heures de température et hygrométrie et vitesse d'air de l'été 2019 dans ces logements, en moyenne. Donc on a globalement une bonne partie du confort qui est assuré dans la zone verte, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'air complémentaire. Si vous rajoutez une vitesse d'air, c'est-à-dire un petit ventilateur sur pied en vitesse 1 ou un brasseur d'air plafonnier, vous couvrez quasiment les 2/3 des heures en les maintenant dans la zone de confort. Si vous augmentez la vitesse, en vitesse 2, vous couvrez quasiment 80 à 90% des heures de l'été. Et si vous allez en vitesse 3, donc là, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que vitesse 3, c'est aussi quelque chose qui tourne en permanence, qui peut faire un peu de bruit, qui peut être aussi inconfortable pour des petits effets stroboscopiques ou de la vibration ou autre, et puis qui consomment plus d'énergie aussi. Vous couvrez la totalité des heures. C'est-à-dire que sur un été qui a été particulièrement chaud avec un épisode caniculaire qui est monté à 44 degrés dans le sud de la France, avec des logements traversants, suite à une rénovation avec des protections solaires, une ITE qui joue son rôle puisque les parois intérieures montent moins en température qu'auparavant, puisqu'elles sont protégées par l'extérieur, avec un traitement de l'effet de chaleur urbaine en piliers d'immeubles avec des couleurs claires, donc des albédophores et une augmentation de la végétalisation. Quand vous multipliez tous ces paramètres-là, vous arrivez à rentrer sur l'été l'ensemble de la période sur une zone dite de confort acceptable, puisqu'on est sur des stratégies de confort adaptatif d'une norme qui s'appelle l'HRAE et qui va croiser ces paramètres de température, d'hygrométrie et de vitesse d'air. On a fait aussi du coup une simulation pour le bailleur. Je vais essayer d'accélérer parce que j'ai l'impression que le temps passe trop vite, de l'impact de la consommation des brasseurs d'air sur le plan énergétique par rapport à une climatisation dans ces mêmes logements. C'est-à-dire qu'on a pris les heures d'inconfort à partir de 28 degrés. On n'est pas allé en deçà, c'est-à-dire qu'on n'a pas modélisé la consommation d'énergie sur des stratégies qui seraient un peu déviantes où on mettrait le climatiseur à 24 ou voire plus bas.
ce qu'on a pu observer dans certains logements, puisqu'on avait encore 11 climatiseurs qui ont été posés par les locataires sur les 733 logements après rénovation. Et certains étaient à 22 voire 21 degrés en consigne de confort. Donc, il y a vraiment aussi après tout un travail sur quelle est la consigne, c'est-à-dire malgré un climatiseur, quelle est la bonne consigne aussi pour maîtriser sa facture d'énergie. Donc, en restant sur juste 28 degrés de consigne, les écarts en termes de consommation d'énergie sont de l'ordre. Donc, on a fait l'étude en 2019 et donc on l'a réadapté sur les tarifs de cette année 2023. Donc, on a un écart de 25 donc de 1 à 6 en coût d'énergie pour un locataire uniquement sur la période estivale, des consommations d'énergie strictement dues à un équipement, un seul équipement. On a conforté que l'utilisation des ventilateurs était généralisée. 90% des personnes interrogées utilisent des ventilateurs sur pied et 30%, 30% des personnes interrogées avaient des brasseurs d'air plafonnés également. Donc, ils étaient déjà équipés, ils avaient déjà l'usage et ils l'utilisaient avec satisfaction. Sur l'évolution avant-après, il y avait une question qui était posée au tout début des questions là, dans l'échange. On vous confirme, ça c'était une question qu'on se posait, puisque dans le programme, il était imposé de ne pas dégrader le confort d'été, puisque les logements avaient quand même un certain nombre de dispositifs intéressants, de logements traversants, donc de loggia, d'équipements, etc. Donc la transformation liée à l'isolation notamment, et la crainte de cet effet de bouteille thermos qui était pressenti à l'époque, je vous rappelle, on était en 2012 au moment du programme, devait être contrôlée et donc il ne devait pas y avoir d'aggravation du confort d'été, c'était une des commandes. Donc on a fait vraiment la comparaison avant-après rénovation. On est allé chercher une période similaire de profil météorologique externe, extérieur similaire sur un même logement pour voir l'impact de la rénovation. Donc en vert, c'est le confort, la température à l'intérieur du logement avant la réhabilitation et en orange, c'est après la réhabilitation. Et vous voyez que avec des stratégies d'habitat similaires, c'est-à-dire les conditions d'usage et la ventilation nocturne, etc., vous voyez que la courbe orange reste globalement en deçà, en deçà de ce qui se passait avant par rapport à la courbe verte. Donc, la moyenne de la température du logement est légèrement en dessous sur tout l'été qu'avant la rénovation. Et on l'a conforté par les enquêtes auprès des locataires. Donc, il y a eu une enquête beaucoup plus vaste du bailleur, l'enquête de satisfaction. 92% des locataires ont répondu à cette enquête de satisfaction et 85% des locataires qui ont répondu être satisfaits par la rénovation. C'est exceptionnel au dire du bailleur, en termes de taux de réponse et de la qualité du niveau de la réponse. Et on le voit que globalement, sur l'amélioration du confort d'été, la majorité des locataires répondent se sentir mieux dans leur logement qu'avant la rénovation. Quelques-uns continuent de dire qu'ils ne se sentaient pas bien, mais ils se sentaient déjà pas bien avant et sont plutôt demandeurs de compléments et voudraient que le bailleur prenne en charge des compléments type climatisation. Donc, ça reste une question qui est posée aux bailleurs, qui est minoritaire dans le patrimoine, mais qui reste existante. Donc, sur les enseignements, pour aller très très vite en termes de gains, on observe des logements qui mettent en place cette ventilation nocturne et qui ont des gains effectifs sur le confort en journée dans le logement. Sur l'usage, on constate des gains sur l'usage des protections solaires, la fermeture en journée et la limitation des apports en interne, c'est-à-dire ne pas apporter trop de chaleur dans le logement dans le courant de la journée. Et puis, globalement, la majorité des locataires ont des stratégies qui sont adaptées au contexte méditerranéen et au confort. Le recours à des brasseurs d'air plafonnés améliorerait drastiquement l'ensemble du confort, y compris sur une période caniculaire, pour l'ensemble des logements. Donc ça donnait des indications aussi pour le bailleur sur les hauteurs libres sous plafond, sur le fait d'équiper de manière
définitive ou systématique les logements. Donc, ce sont des réflexions qui sont en cours chez le bailleur. Et puis, sur la maîtrise des charges locatives, on voit l'impact des climatiseurs, ce que disait Maïda tout à l'heure, très important, et sans tenir compte des impacts négatifs du compresseur sur la chaleur qui va être dégagée dans la loggia ou vis-à-vis des autres locataires, et le bruit, évidemment, puisque les vibrations de ces compresseurs génèrent d'autres nuisances, c'est-à-dire un locataire qui va mettre son compresseur dans sa loggia ou sous sa fenêtre va générer un inconfort et une nuisance, et l'impossibilité pour le locataire qui est à côté ou l'habitant d'à côté, ça peut être aussi un propriétaire, hein, pour pouvoir lui ouvrir sa fenêtre la nuit, puisqu'elle va avoir la chaleur et la nuisance acoustique du compresseur juste à côté, pour que l'autre soit préservé. Donc, sans tenir compte de ces nuisances-là, juste sur l'impact énergétique et l'impact économique sur la facture, il est de 100 à 300 € par an pour un logement sur un été, un logement moyen, hein, c'est un T3. Et je passe la parole, pardon. Merci. Merci beaucoup. Donc, Marie-Maud Gérard, et je travaille au GERES qui notamment travaille pas mal sur tout ce qui est maîtrise d'usage et lutte contre la précarité énergétique en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais pas que, puisqu'on travaille sur beaucoup de sujets et à l'international également. Donc, dans le cadre de cette rénovation, donc, je remercie beaucoup Gabriel pour la présentation. Nous, on était dans le groupement maîtrise d'œuvre aux côtés de Bouygues Rénovation et les architectes pour la mise en œuvre. Nous, sur la partie accompagnement des locataires. Pardon Marie-Maud, est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort? Il y a des personnes qui ont un peu de mal à Mince, t'entendre, si ça ne s'embête pas. j'essaye de parler plus fort. Est-ce que Merci. c'est bon comme ça? Pour moi, c'est mieux. Pardon. Je vais tenir le micro. Oui, oui, donc j'ai perdu. Là Avec où j'en Bouygues. étais. Oui, Avec oui, Bouygues dans le oui, groupement. je sais. Bon, c'est pas grave, ça reviendra. Suivi accompagnement des locataires. Oui, je voulais préciser que, enfin, ce qui a été un peu mentionné, mais c'est une rénovation très exemplaire quand même. Ça n'a pas été facile tous les jours. Mais ce qui est très intéressant aussi en termes d'accompagnement des locataires, c'est qu'on avait une partie également, nous on était sur la mise en œuvre de la partie suivi accompagnement, et il y avait CPIE qui était qui était là en tant que AMO aux côtés de domaine pour la partie accompagnement des locataires. Donc, il y avait une revue de ce que nous, on faisait par l'AMO. Et voilà, ça apportait, il y avait vraiment une concertation et un travail mutuel sur cette rénovation qui, voilà, a coûté beaucoup de temps pour les différents acteurs, je pense, mais qui a été très intéressante. Donc, nous, on faisait suivi accompagnement des locataires sur la partie énergie et confort dans le logement. Donc, à la fois sur 50 ménages chez qui on avait un suivi de la température et des consommations de chauffage, d'électricité et d'eau chaude sanitaire dans le logement, plus température intérieure dans le salon en général, avec une instrumentation. Ces personnes-là ont été recrutées par le bailleur et notamment les gardiens, et ont eu de notre part des informations privilégiées sur la rénovation. Donc, ils ont eu une information, on va dire, mise à niveau, avec un langage plus facile à comprendre que ITE, par exemple, pour la rénovation. Bref, on a beaucoup expliqué, et ces locataires ont été suivis pour notamment l'engagement. Il y avait un engagement de consommation à la suite des travaux. Donc, c'est ces locataires notamment qui ont été suivis pour ça.
Et ils nous ont beaucoup servi pour tout ce qui est recueil de témoignages. Cet accès privilégié à ces 50 ménages nous a permis de repérer des pratiques qui ont alimenté le travail plus collectif au niveau de toute la résidence. Voilà, donc là, on est aux outils d'information qui ont été mis en œuvre dans le cadre de la rénovation pour les locataires. Donc, il y a eu Le Souffle du Jazz, donc un petit magazine qui est sorti une quinzaine de fois pendant la rénovation. Des questions-réponses. Le conseil du mois, ici, on a fait un conseil du mois spécifique sur le logement l'été, donc avec les conseils justement de utiliser le volet à projection, mais aussi fermer la fenêtre en journée. C'est quand même pas toujours évident chez tout le monde. On avait un magnète, donc en bas à droite, le petit orange, c'est un magnète qui a été distribué. Il y en avait 3 des magnettes différents, et dont un sur le confort d'été. Et voilà pour les outils. Et puis la suivante, voilà, on a fait des ateliers collectifs, pas forcément toujours centrés sur le confort d'été, mais on en a aussi fait autour du confort d'été. Ce qui a été apprécié, intéressant, apprécié de tous les côtés, je pense, locataires, équipe de travaux et bailleurs, c'est qu'il y a eu des temps forts festifs pendant la rénovation. Donc, dès le début, un premier temps fort avec le lancement de la rénovation, un temps fort au milieu de la rénovation ou après la première isolation thermique extérieure de 2 tours. Et là, c'était avec le boxing club, le club de football américain, enfin, avec des animations pour les enfants, et en même temps, présentation de la chaudière qui allait être installée, présence des représentants des chauffagistes qui expliquaient le fonctionnement des chaudières, et voilà, différentes choses. Et à la fin de la rénovation, il y a une inauguration avec notamment un jour, il faisait très chaud ce jour-là, et donc c'était plutôt orienté confort d'été. Nous, GRS, on a fait un arbre à pensée autour du confort d'été. Voilà, donc les petites citations qui sont sorties, certaines citations. Donc, il y en a qui confortent ce qu'a dit Gabriel. Au rez-de-chaussée, on est bien. Au 6e, c'est super. Le soir, on fait des courants d'air. Donc voilà, et après d'autres un peu plus folkloriques du type mettre sa tête dans le congélateur, voilà, qui était un conseil des locataires pour avoir moins chaud. Ce même jour, on avait un petit panneau solaire avec un ventilateur pour montrer l'intérêt du solaire et ce qu'on peut produire de l'énergie, et aussi utiliser cette énergie pour se rafraîchir, se ventiler avec un ventilateur. On avait un four solaire aussi, voilà. C'était des petites choses comme ça. Ce qui a été donc à cette fête, c'était vraiment une fête. À la fin de la rénovation, il y avait des jeux pour les enfants, des châteaux gonflables. Voilà, ça a été vraiment vécu comme une fête aussi pour les habitants. Donc cet aspect-là a été aussi, je pense, très important dans le déroulé de la rénovation et l'acceptation. Et puis, bien sûr, la rénovation est très, très, très bien pensée sur tout le long. Donc, je voudrais souligner ça, le fait que le confort d'été a été pris en compte dès le début par des attentions que Gabriel a cité, mais notamment l'effort sur les rez-de-chaussée par rapport aux intrusions. Donc, c'est pour à la fois le confort de tous les jours, mais ça sert aussi bien pour le confort d'été. On peut laisser ouvert ses fenêtres la nuit, puisque il y a des protections de l'appartement. Les balcons sont fermés, en fait, donc, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, il y a ce type de choses qui ont été prises en compte qui sont vraiment intéressantes.
Ce que je n'ai pas dit ici, c'est qu'on a organisé des balades thermiques, mais ça plutôt sur la partie confort pour l'hiver, pour comprendre l'intérêt de l'isolation thermique. Et ensuite, donc, par rapport à ce webinaire, je voulais préciser que nous, c'est GERES qui a proposé d'organiser ce webinaire, notamment dans le cadre d'un projet européen qu'on finit qui s'appelle EmpowerMed, et qui avait aussi pour vocation de mettre en valeur et de faire monter ce sujet de la précarité énergétique estivale. Et donc, ça se poursuit comment dire, nous, c'est quelque chose, GERES, qu'on travaille depuis longtemps, qu'on travaille aussi dans nos autres pays d'intervention, et notamment en Afrique et en Asie. C'est quelque chose qu'on va poursuivre, et je dois dire que cette rénovation au JAS a été très important pour nous, et merci Domaine, notamment d'avoir réussi à structurer, formaliser beaucoup de messages que nous, on fait de manière plus instinctive depuis longtemps, et que voilà, on a encore mieux comment dire, documenté. Donc nous, on va continuer notamment à mettre des ventilateurs. Là, on a toute une quinzaine de ventilateurs qu'on a réussi à avoir dans le cadre d'un projet et qu'on met en œuvre chez des personnes dans le parc privé sur Marseille. Pour améliorer le confort d'été. Voilà, il y a plein de solutions qui sont aussi accessibles ou qu'il faut qu'on rende accessibles aux ménages les plus modestes. Alors, pour poursuivre par rapport à cette présentation et ce webinaire, et pour laisser des questions, il y a Batifray, donc une conférence dédiée spécialement au confort d'été qui a lieu en Provence-Alpes-Côte d'Azur le 8 septembre cette année. Il y aura un atelier participatif aux rencontres nationales des acteurs de la précarité énergétique, avec la mise en pratique de solutions, et notamment avec Poolroof et animé Poolroof GERES. Et puis, je vous recommande une petite note de contexte avec des recommandations du projet EmpowerMed qu'on a sorti dans le cadre du projet. Moi, j'avais juste un dernier petit point à souligner que Gabriel a un petit peu dit par rapport aux ventilateurs, enfin comment dire, aux climatiseurs des voisins, mais nous, on voit que la ventilation nocturne, c'est très important. Et nous, un des premiers points qui sort quand on va chez les locataires, enfin chez les habitants, c'est que, bon, il y a l'intrusion, les risques d'intrusion, mais ça, dès qu'on est en étage, c'est un peu moins vrai, et le bruit. Donc, par rapport aux recommandations de la Fondation Abbé Pierre, il y a aussi peut-être essayer de limiter le bruit en ville. C'est un gros projet, mais voilà, pour pouvoir ouvrir les fenêtres la nuit et faire cette surventilation nocturne. Et merci beaucoup. Merci Gabriel et Marie-Maud pour ce partage d'expérience. Il y a quelques questions, quelques réactions. Alors Marie-Maud, tu as introduit ton propos quand tu parlais du groupement entre la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Ça n'a pas été facile tous les jours. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Enfin, j'imagine que derrière cette question-là, ça va un peu les difficultés qu'on pu se poser face à, dans le cadre de cette rénovation qui est jugée comme un très bel exemple de réhabilitation intelligente, où on voit l'importance d'associer les habitants et de les impliquer de façon concrète, et c'est pas seulement distribuer des consignes ou des modes d'emploi. Mais voilà, c'est vrai qu'une personne a réagi. Oui, moi je vais Je vais juste peut-être prendre le répondre point de moi. vue. Je vais Ouais, peut-être mais moi, répondre moi. si ça t'embête pas, je donne juste le point de vue GERES. C'est Oui. juste un petit point de vue. Nous, on était un petit peu entre avec Bouygues sur ce coup-là. Donc, nous, auprès des habitants, et c'était pas du tout évident comme rôle d'être auprès d'une grosse structure qui fait les travaux, et donc plutôt du côté grande boîte, grande entreprise qui fait les travaux et qui se fait, voilà, qui doit des comptes. Par rapport au GRS, nous, on avait à la fois le besoin
d'écouter les locataires et en même temps de ne pas nuire, entre guillemets, au groupement dans son ensemble. Voilà, donc une position pas toujours évidente. Oui, je pense que c'est là-dessus qu'il faut être un peu clair, hein, dans les rôles à jouer et dans les choses sur lesquelles il faut pouvoir innover. Parce qu'il faut vraiment innover. Le GRS a eu une fonction, quand on a imposé cette compétence au sein des groupements qui ont été consultés, évidemment, c'est pas du tout une compétence habituelle ni très fréquente. Et le rôle du GRS a aussi été, malgré eux, je pense que c'est ça qui était difficile, c'était d'acculturer les opérateurs classiques des travaux, c'est-à-dire toute l'équipe chantier de Bouygues, hein, qui faisait aussi de la gestion courante de chantiers en site occupé ordinaire, hein, c'est-à-dire des gens qui sont chez eux, il faut intervenir, faut faire des trous, il faut poser un échafaudage, il faut passer, faut enlever des choses, etc., etc. Donc il y a toute la gestion courante d'un chantier technique de cette nature. Et les équipes de Bouygues savaient très bien faire de la rénovation, mais la question de l'usage et de la compréhension de l'économie, alors c'était au départ sur la question d'économie d'énergie, mais sur ces questions de confort d'été, les opérateurs n'étaient pas du tout. C'est-à-dire que la commande, quand elle était passée, elle était très, très, très inédite pour ces opérateurs-là. Donc le GA s'est retrouvé en position, donc en tant que sous-traitant de Bouygues, à devoir à la fois faire ce travail d'accompagnement des locataires sur le panel de 50 logements très ciblés et de diffuser à travers les outils qui vous ont été présentés sous flux du GES, qui étaient coproduits, hein, c'était une coproduction avec le CPIE, le bailleur, Bouygues et GRS, une coproduction d'intervention avec des thématiques et qui, ce document-là, servait à donner autant des informations sur le rythme de la rénovation et des opérations, c'est-à-dire demain, attention, vous ne baladez pas à tel endroit, il va y avoir un camion, on va alors ceci, etc. Enfin, ce genre d'informations, des périodes sur des cycles de chantier, des temps d'intervention assez longs, parce que c'est une grosse opération, 17 bâtiments quand même. Donc, c'est une question de sécurité, de nuisance, on est vraiment sur cet enjeu-là. Et il glissait des messages progressivement et au fur et à mesure du chantier sur l'intérêt des interventions pour aussi permettre aux équipes chantier d'être mieux accueillies par les locataires et de ne pas être reçues aussi trop sur la défensive parce qu'il fallait pouvoir comprendre ces travaux. Et tout le monde a gagné progressivement. Mais les 6 premiers mois, très clairement, de travail sur ces questions-là ont été assez sportif parce qu'il y avait un problème de dialogue, les gens ne mettent pas les mêmes mots derrière les choses, et de rythme et d'opérationnalité des choses, avec certains qui sont sur des temps longs. Quand on fait un suivi, c'est un temps long, hein. Ce travail qu'on vous présente, ça démarre en 2012, on l'a présenté en 2021, après 2 ans de suivi en usage. Le chantier a duré 2 ans et demi. Enfin, ce sont des temps très, très longs. Et alors que le temps de l'opérationnalité de l'équipe chantier, c'est j'ai un début de travaux à telle date et je dois finir à telle autre. Et j'ai des pénalités si je suis en retard. Donc, je n'ai pas l'habitude de prendre le temps. Je n'ai pas l'habitude de me reposer. Je n'ai pas l'habitude de poser des questions. J'ai certainement pas l'habitude de faire des fêtes en plein milieu où on va aller voir les gens et leur mettre des petits événements pour qu'ils puissent s'approprier la chaudière et le confort d'été dans le logement. Donc, il y a vraiment eu un gros travail d'acculturation. Et à la fin, hein, pour petite anecdote, les équipes de Bouygues, les jeunes, hein, qui ont fait ce projet, ont vraiment signifié l'apprentissage qu'il y a eu autour de ce projet. Gros apprentissage et les bénéfices, y compris dans leur parcours professionnel, sur ces questions-là. Donc, voilà, cette difficulté, elle est aussi liée à des questions de métier, de posture et d'intention. Qu'est-ce que l'on met dans le contrat, parce que tout ça est contractualisé. Voilà. Merci pour ces réponses. On a une autre question, alors peut-être plus pour Gabriel sur la partie études, à savoir s'il a été exploré le rapport à la lumière, c'est-à-dire le fait que fermer les volets suppose souvent d'allumer la lumière à l'intérieur des logements. Et voilà, est-ce qu'il y avait eu une étude de fait sur la durée
d'allumage, le coût de la lumière, le ressenti euh, vis-à-vis des questions de confort d'été, de fermer les volets la journée. Oui, c'est étudié dès le départ. C'est ce fameux diagnostic bioclimatique qui a été mené. Donc, c'est un audit énergétique qui est devenu un espèce de gros diag bioclimatique. Et la question du rapport à la lumière, mais aussi aux vues dégagées. Donc, ces questions d'intrusion, enfin, tous ces sujets croisés, ils ont été identifiés dès le diagnostic. C'est ça qui a permis de construire le programme. Et je pense que la différence, alors je ne sais pas où tout le monde se situe géographiquement parmi les auditeurs, mais la grosse différence sur le panel qu'on a là, c'est qu'on est quand même dans le sud avec une culture d'habitat méditerranéen. C'est-à-dire que vivre l'été avec des fenêtres refermées, c'est quelque chose qui se vit déjà et qui était déjà préexistant avant la rénovation. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'impact. Il n'y a pas eu d'impact, on va dire, sur la perception du confort et qu'il n'y a pas eu d'augmentation de la charge énergétique par rapport à de l'éclairage. Et que c'est le gros gain, par contre, qui a été relevé par les locataires, c'est que ces fameux volets à projection à l'italienne, qui sont très différents des volets qu'on replie et qu'on ferme, on est juste entrebâillé, on a juste un micro filet de lumière qui ressemble à une meurtrière. Là, vous avez beaucoup plus de lumière qui passe par-dessous. Et comme en plus les façades ont été traitées de manière plus claire, vous avez une réflexion de la lumière vers l'intérieur du logement qui est plus conséquente. Et vous avez donc des logements qui bénéficient de plus de lumière naturelle qu'avant la rénovation, tout en étant très bien protégés. Donc, le rapport aux besoins d'éclairage, il est extrêmement modéré parce qu'il n'était déjà pas. On vit un peu dans l'obscurité, en fait, en été dans le sud. C'est déjà le cas. Donc, il n'y a pas on n'allume pas à pleine balle les lumières, déjà. C'était déjà le cas avant. Ça avait déjà été identifié dans l'audit initial, parce que les consommations d'énergie, y compris d'éclairage, avaient été quantifiées. Donc, il n'y a pas eu de dégradation de ce point de vue-là. Au contraire. Je ne sais pas si je réponds, mais... Moi, je Merci. peux juste compléter en 2 secondes. Déjà, moi, personnellement, ça m'a pris 2 ans à apprendre à vivre dans le sud et à fermer les volets. C'est complètement contre-intuitif quand on vient d'une région où il n'y a pas beaucoup de soleil. Et 2, juste par rapport à recevoir un flux, ça c'est juste sur la partie énergétique, mais recevoir un flux de soleil dans le logement, c'est équivalent assez rapidement à un radiateur 1000 watts qui vient chauffer. Donc ça, c'est et une ampoule, c'est 4-5 watts sur... enfin voilà, la différence, elle est beaucoup plus sur... On va avoir beaucoup moins de consommation... Enfin, on n'aura pas beaucoup de consommation avec l'éclairage et un gros gain en termes énergétiques. Après, c'est autre chose sur le ressenti. Merci. Et Marie-Christine Zélène, donc, qui complète, c'est elle qui avait posé la question sur le sujet de la lumière. On voit la dimension centrale de la culture et l'acceptabilité des conséquences du devoir fermer, devoir s'enfermer et de la pénombre. On a une question également sur les brasseurs d'air, sur leurs modalités et leurs prix. Alors, je ne sais plus si les brasseurs d'air faisaient partie de la réhabilitation ou si c'est des choses qui ont été installées par les locataires, puisque vous l'avez évoqué. Si vous pouviez nous en dire quelques mots. Enfin, moi, je peux en dire. Donc, les brasseurs d'air, c'était vraiment les locataires qui les avaient soit déjà chez eux, soit qui les ont installés. Et ce n'était pas prévu par la rénovation. Et la hauteur sous plafond, Gabriel l'a dit, mais elle n'est pas tout à fait suffisante au JAS. Donc, on peut pas. Il y a des personnes qui l'ont installé, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Il faudrait un peu plus de hauteur de sous plafond pour être dans les normes de 30, si je ne me trompe pas, par rapport à la hauteur sous plafond. Et nous, on a, par rapport au prix, nous, on a regardé de près. On a 2 modèles qui nous ont été recommandés par nos administrateurs, 2 administrateurs qui font partie notamment de Envirobat BDM, qui travaillent beaucoup sur ces sujets. 2 brasseurs d'air qui sont vraiment très efficaces en termes, en tout cas, rapport qualité-prix, mais ce n'est pas non plus donné. Donc, le moins cher, il est autour de 150 ou un peu moins de 200 euros. Le second
Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de lumière. On ne peut pas avoir de lumière sur celui-là. Le second, avec la lumière voilà, qui nous a été recommandé comme un des très bien, il est plutôt autour de 400, un peu plus que 400 €. Et avec la lumière, le kit lumière et tout, on est plutôt autour de 550 €. Donc, ça veut dire, voilà, c'est des coûts non négligeables pour les ménages. Nous, on avait déjà travaillé. Les ventilateurs qui sont au JAS, ce n'est pas ce type de ventilateur. Ils sont beaucoup bien meilleur marché, mais moins efficaces aussi. Donc, voilà, il faut trouver. Et ceux-là qu'on nous a recommandés, ils ne font pas de bruit. Et c'est vraiment Et on peut, en plus, ils sont très larges, donc on peut les faire tourner à vitesse réduite et donc avec vraiment pas de bruit. Donc, c'est très, très intéressant. Voilà. Mais du coup, on travaille sur cette question des ventilateurs parce que voilà, ces deux administrateurs nous recommandent des ventilateurs qui sont un peu au-delà en termes de prix. Et nous, on dit attention, voilà, on a besoin de ventilateurs pas très chers. Et là, je parlais de ventilateurs non installés. Donc après, il y a l'installation qui peut être réalisée soi-même, mais qui n'est pas non plus évidente. Si c'est des brasseurs d'air, voilà, il faut un accès à l'électricité, etc. Donc voilà, ce n'est pas négligeable. C'est encore quelque chose à travailler, je pense. Au vu de la nouvelle réglementation thermique, il y aura plus de brasseurs d'air, donc peut-être que les prix vont aussi baisser. Merci Marie-Maude. Il est midi, donc l'heure de conclure. Un grand merci à toutes les trois pour vos présentations très complémentaires et les questions que ça a pu susciter. On espère que le webinaire aura permis de répondre aux questions des spectateurs et aura contribué à nourrir leur réflexion sur le sujet. Sujet qu'on va continuer à suivre au sein du rappel, comme Marie-Maude le précisait tout à l'heure. On aura un atelier dédié à ce sujet-là lors des prochaines rencontres nationales du réseau le 9 novembre à Paris. Pour ce qui est du webinaire, il sera mis en ligne d'ici quelques jours avec les présentations des intervenantes. N'hésitez pas à nous faire remonter vos idées de sujets ou de retour d'expérience. On est toujours preneur au rappel de sujets pour l'organisation des webinaires. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Merci à vous. Merci. Merci bien.